Bonsoir et bienvenue sur D8 pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis Claire et ce soir j'ai le plaisir de vous lire le premier chapitre du premier roman de David Cronenberg qui s'intitule Consumé. Alors on connaît surtout Cronenberg pour son film La Mouche, mais aussi pour ses adaptations cinématographiques telles que Crash ou encore Cosmopolis, dont on remarque déjà son goût affirmé pour le roman noir. C'est donc cette fois-ci avec sa plume que Cronenberg nous emmène dans son univers où un délicat mélange de sexe, de technologie et d'horreur nous plonge dans l'ivresse de notre société actuelle. Dans ce livre, nous partons à la rencontre de Naomi et Nathan, un couple de photojournalistes passionnés par le digital et parcourant le monde à l'affût d'histoires sordides et croustillantes. Elle enquête actuellement à Paris sur le meurtre cannibale d'une philosophe universitaire à la Sorbonne, dont on soupçonne son mari d'être l'auteur du crime, tandis que lui se trouve en Hongrie, en compagnie d'un médecin aux pratiques quelque peu douteuses. C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette lecture, et d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite un excellent moment. Alors, chapitre 1. Naomi était dans l'écran. Ou plus exactement, elle était dans l'appartement, dans la fenêtre QuickTime dans l'écran. Le petit appartement miteux des universitaires Célestine et Aristide Arostegui. Elle y était, assise face à eux, installée côte à côte sur un vieux canapé. Était-il Bordeaux? Ou était-il en velours côtelé? Et qui s'entretenait avec un intervieweur hors champ. Et grâce à ses oreillettes blanches en plastique, elle était aussi, sur le plan acoustique, chez les Arostegui. Elle sentait la profondeur de la pièce et la tridimensionnalité de leurs têtes, des têtes sagaces au visage sensuel, deux êtres assortis tels un frère et sa sœur. Elle sentait l'odeur des livres entassés dans la bibliothèque derrière eux, éprouvait l'intense chaleur intellectuelle qui en émanait. Dans le cadre, tout était net. Un effet de la vidéo, de ces petits capteurs CCD ou CMOS, la nature du médium songeait à Naomi. Et cette sensation de profondeur dans la salle, dans les livres, dans les visages, s'en trouvait intensifiée. Célestine avait pris la parole. Une gauloise se consumait dans sa main. Ses ongles étaient vernis d'un rouge aux nuances violettes. Ou bien était-il noir? L'écran avait tendance à virer au magenta. Et ses cheveux étaient relevés en un chignon au désordre sophistiqué. Leurs bouclettes folles formaient des anglaises autour de sa gorge. Eh bien oui, quand on n'a plus de désir, on est mort. Même le désir pour un produit, un objet de consommation, vaut mieux que pas de désir du tout. Le désir d'un appareil photo, par exemple, même d'un appareil bon marché de mauvaise qualité, suffit à éloigner la mort. Un sourire malicieux, la cigarette inhalée par ses lèvres. Le désir est réel, bien entendu. Une expulsion féline de fumée et un gloussement. Célestine, une femme de 62 ans. Mais la version européenne, intellectuelle de la femme de 62 ans et non la version américaine des centres commerciaux du Midwest. Naomi était stupéfiée par la volupté de Célestine. Son aura stylée et dramatique, la manière dont ses bijoux cinétiques et sa pose suggestive sur le canapé paraissaient se confondre. Elle n'avait jamais entendu parler Célestine. De rares interviews venaient à peine d'émerger sur le net et seulement, bien entendu, à cause du meurtre. La voix de Célestine était rauque et sensuelle. Son anglais assuré et taquin, d'une précision fatale. La morte intimidait Naomi. Célestine se retourna avec langueur vers Aristide. La fumée sortit en cascade de sa bouche, de son nez, et dériva vers lui, comme si elle lui passait un flambeau évanescent. Il inspira avant de parler, inhala la fumée et prolongea la pensée de Célestine. Même si l'on ne l'obtient jamais, ou qu'une fois que l'on l'a obtenu, on ne s'en sert jamais, du moment qu'on le désire. On voit cela chez les bébés, leur désir est violent. Comme il prononçait ces paroles, il se mit à caresser sa cravate, glissée dans un élégant pull en cachemire à col en V. On aurait dit qu'il caressait l'un de ses bébés féroces, et le geste paraissait expliquer le sourire béat qui envahissait son visage. Célestine l'observa un moment, attendant la fin des caresses, avant de se retourner vers l'intervieweur caché.
C'est pour cette raison que, d'après nous, la seule littérature authentique à l'ère moderne, ce sont les manuels d'utilisation. Célestine s'étira vers l'objectif, révélant un décolleté plantureux, parsemé de taches de rousseur, puis farfouilla hors champ à la recherche de quelque chose avant de revenir s'affaisser, tenant dans la main avec la cigarette une petite brochure blanche épaisse. Elle la feuilleta, son visage myope collé au texte imprimé. Ou peut-être reniflait-elle le papier ou l'encre, jusqu'à ce qu'elle trouve sa page et se mette à lire. Flash automatique sans réduction des yeux rouges. Choisissez ce réglage pour prendre des photos sans sujet ou si vous souhaitez photographier sans réduction des yeux rouges. Elle rit de son rire riche, rauque et répéta, cette fois de manière fort théâtrale, « Choisissez ce réglage pour prendre des photos sans sujet. » Une secousse de la tête, les yeux à présent clos pour jouir pleinement de la richesse des mots. Quel auteur du siècle passé a produit une prose plus provocante, plus émouvante que celle-ci ? La fenêtre contenant les arostéguis se réduisait à la taille d'une vignette, reléguée dans le coin gauche de la fenêtre d'un bulletin d'information. Les arostéguis, désormais minuscules, paraissaient détendus et disers. Chacun rattrapait les répliques de l'autre tel un joueur de handball, mais Naomi n'entendait plus ce qu'il disait. À la place lui parvenaient les paroles du présentateur particulièrement sérieux qui occupait la fenêtre principale. C'est dans l'appartement même de Célestine et Aristide Arostegui, près de la célèbre Sorbonne, l'université de Paris, que la dépouille effroyablement massacrée d'une femme a été retrouvée, femme ensuite identifiée comme étant Célestine Arostegui. Dans la petite fenêtre, la caméra zooma sur Aristide qui bavardait avec affabilité. Son époux, le célèbre philosophe et écrivain français Aristide Arostegui, n'a pas été retrouvé et n'a donc pas pu être interrogé. Le montage fit brutalement disparaître Aristide, remplacé par des plans filmés caméra à l'épaule, éclairés par une lumière crue qui montrait la cuisine du minuscule appartement de nuit. Ils ne tardèrent pas à envahir le plein écran et la fenêtre du présentateur bâtie en retrait dans le coin en haut à droite. Des policiers scientifiques équipés de gants chirurgicaux noirs retiraient des sacs plastiques congés d'un réfrigérateur, photographiaient des casseroles et des poêles crasseuses sur la cuisinière et farfouillaient parmi les assiettes et les couverts. Le présentateur miniature poursuivait. Certaines sources souhaitant garder l'anonymat nous ont indiqué disposer de preuves que certaines parties du corps de Célestine Arostegui ont été cuites sur sa propre cuisinière puis mangées. L'image suivante était un plan large sur un bâtiment municipal imposant sous-titré « Préfecture de police, Paris ». Le préfet de police, Auguste Vernier, a fait la déclaration suivante au sujet de la probable fuite d'Arostegui hors du pays. Transition sur une interview du préfet de police étrangement délicat, le nez chaussé de lunettes, dans ce qui s'apparentait à un large couloir bondé de journalistes. Sa voix française, intense, pleine de complexité émotionnelle, s'évanouit rapidement, remplacée par une voix américaine, rappeuse, moins impliquée. Mr. Arostegui est un trésor national. Madame Célestine Moreau, elle en était un aussi. Tous deux représentaient un idéal français, le couple de philosophes. Of course, la mort de Madame Moreau est une catastrophe nationale. Nouveau plan sur la foule exubérante de journalistes qui s'égosillaient pour crier leurs questions, caméra et magnétophone brandis, puis retour au préfet. Aristide Arostegui a quitté le pays pour entreprendre une tournée de conférences en Asie, 3 jours avant que le corps de sa femme ne soit retrouvé. Nous n'avons pour l'instant aucune raison de le soupçonner de ce crime, mais des questions, naturellement, demeurent. Il est vrai que nous ne savons exactement où il se trouve. Nous le recherchons. La sonnerie stridente du tapis à bagages arracha Naomi à la préfecture de police pour la replonger dans la zone de livraison des bagages de l'aéroport Charles de Gaulle. Tandis que le tapis roulant se mettait en marche dans un sursaut, la foule de passagers avançait, compacte. Quelqu'un heurta l'ordinateur portable de Naomi qui lui tomba sur les tibias, entraînant ses écouteurs à sa suite. Elle s'était assise au bord du tapis roulant et en avait payé le prix. À présent, elle venait tout juste de sauver son MacBook Air chéri de la pointe de ses tennis. Le reportage sur les Arostegui se poursuivait imperturbablement dans sa fenêtre, mais Naomi renferma l'ordinateur et mit les Arostegui en veille pour le moment.
Alors là, je vous ai raconté pour l'instant le passage de Naomi à Paris. Et là, maintenant, nous sommes avec Nathan qui se trouve en Hongrie. Alors, sur l'iPhone de Nathan, la sonnerie particulière de Naomi retentit. Le tri d'une grenouille arboricole africaine qu'elle avait jugée plutôt érotique et lui avait envoyé par email. Accroupe-t-on sur le sol bétonné d'un couloir humide et graveleux de la clinique Molnar, il fouillait dans le sac de l'appareil photo devant lui, à la recherche d'un objet qu'il soupçonnait Naomi d'avoir emporté. Et il était donc logique qu'elle l'appelle à cet instant précis, son radar extrasensoriel ayant fonctionné comme toujours, ce qui le faisait flipper à chaque fois. Il continua à fouiller d'une main, manipulant son téléphone dans l'autre. « Ah, Naomi, salut. Où es-tu ? » « Ah, je suis enfin à Paris, je suis dans un taxi qui m'emmène au Crillon. Et toi ? » Ah, dans un couloir poisseux à la clinique Molnar, à Budapest, en train de chercher dans le sac de mon appareil photo l'objectif macro 105 mm que j'ai acheté à l'aéroport de Francfort. Une pause presque imperceptible qui, comme Nathan le savait, n'avait rien à voir avec l'éventuelle culpabilité de Naomi, mais plutôt avec le fait qu'elle envoyait un texto à quelqu'un sur son Blackberry tout en lui parlant. Tu ne le trouveras pas dans le sac de ton appareil photo, hein, parce qu'il est dans le mien. Je te l'ai emprunté à Milan, tu te souviens ? Tu étais sûre que tu n'en aurais pas besoin. Nathan respira à fond et maudit le moment où il avait convaincu Naomi de passer à Canon à Nikon pour qu'ils puissent mettre en commun leur appareil. La passion des marques était une glu émotionnelle pour les couples obnubilés par la technologie. Quelle erreur. Il cessa de fouiller dans le sac. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'espérais que cette histoire d'échange n'était qu'une hallucination. Je rêve souvent que je te donne des trucs. Naomi poussa un grognement. Oh, ça va vraiment te bloquer ? Tu as soudain découvert que tu avais besoin d'un macro ? Je m'apprête à photographier une opération. Je n'aurais jamais cru être autorisée à y assister, mais ils sont comme des petits fous à l'idée que je consigne tout ça. Je voulais utiliser le macro comme appareil de secours. Je suis sûre qu'il y aura plein de trucs médicaux hongrois bizarres que je pourrais prendre en super gros plan. Peut-être pas pour l'article en soi, mais comme référence, pour nos archives. Encore une pause multitâche. Une interruption aléatoire du rythme conversationnel qui rendait Nathan dingue. Mais c'était Naomi, alors il fallait faire avec. Désolée, hein, je pouvais pas savoir. Ouais, tant pis. Je suis sûre que tu as plus besoin que moi. Mais j'ai toujours plus besoin que toi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de besoins. Je voulais le macro pour faire des portraits. J'ai pris des rendez-vous clandestins avec des policiers français. Je veux capturer le moindre pore de leur visage. Nathan s'adossa à nouveau contre le mur humide du couloir. Il était donc coincé sur son zoom 24 70 mm de son appareil photo, le D3. Cet appareil pouvait-il faire des plans suffisamment rapprochés ? Ou ferait-il probablement l'affaire ? Puis, il pourrait toujours recadrer les fichiers s'il avait vraiment besoin de gros plans. La vie avec Naomi vous apprenait la débrouillardise. Hé, chérie, je suis surpris que tu sois réellement disposée à te salir les mains avec de vrais humains. Qu'en est-il des sources trouvées sur le net ? Qu'en est-il du confort du journalisme virtuel, celui qui ne nous force jamais à quitter notre pyjama ? Tu ne serais pas obligée d'être à Paris, tu pourrais être n'importe où. Si je pouvais être n'importe où, je serais à Paris. Tu as parlé du Crillon. Tu y séjournes ou bien tu as rendez-vous là-bas ? Les deux. Mais ça ne coûte pas les yeux de la tête. J'ai un contact secret. Ça ne coûtera pas un seul sou. Comme de coutume, Nathan mit immédiatement en marche ses suppresseurs de jalousie interne. Non que les contacts secrets de Naomi soient toujours des hommes, mais ils demeuraient tous dans un flou menaçant et dangereux. Si l'on voulait suivre son réseau social et ses ramifications, il fallait appliquer à Naomi un programme de fractal particulièrement sophistiqué, susceptible de retracer chaque minute de ses journées. Bon, c'est sans doute une bonne chose, répondit-il avec un manque d'enthousiasme destiné à la mettre en garde. Ouais, c'est génial, acquiesça Naomi, sans y prêter attention. Au bout du couloir s'ouvrit une porte métallique criblée de trous. Et la silhouette rétroéclairée d'un homme en tenue de chirurgien fit signe à Nathan. « Venez donc vous changer, monsieur. Le docteur Molnar vous attend. » Nathan hocha la tête et leva la main en guise de réponse. L'homme agita la sienne pour lui signifier de se dépêcher, et il disparut, renfermant la porte derrière lui. « D'accord, bon. Le cancer m'appelle. Faut que j'y aille.
Tu as moins de 2 secondes pour m'expliquer sur quoi tu travailles. » Une nouvelle pause multitâche. Ou bien mettait-elle de l'ordre dans ses pensées? Puis Naomi dit « Je suis sur une affaire juteuse. Un assassinat suicide, un meurtre sexuel, philosophique, cannibale, français. Et toi? Toujours sur cette affaire controversée de cancer du sein hongrois. De grains radioactifs implantés chirurgicalement. Je t'adore. Je t'adore aussi. Appelle-moi, salut. Salut. » Nathan raccrocha, la tête baissée. « Enfermez-moi dans ce couloir froid et humide pour qu'on ne me retrouve jamais, et voilà. » Il y avait toujours ce moment de résistance intérieure, féroce, cette peur d'aller au bout de la chose, le ressentiment de devoir passer à l'acte, de devoir affronter le risque et l'échec. Mais le cancer l'appelait, et sa voix était impérieuse. Retour à présent sur Naomi. Dans sa chambre mansardée du crayon, petite mais somptueuse, Naomi était allongée sur une chaise longue très décorée, à côté de 2 petites portes étroites qui donnaient sur un balcon de la taille d'un paillasson. Depuis ce balcon, elle avait déjà photographié la cour surplombée par un treillis métallique complexe destiné à repousser les pigeons en portant une attention toute particulière aux signes de délabrement, comme d'habitude. Quel que soit le degré de luxe d'un hôtel parisien, l'empreinte du temps venait toujours vous surprendre avec ses textures merveilleuses. Maintenant qu'elle avait recréé son nid avec son BlackBerry, ses appareils photo, son iPad, ses cartes mémoire compactes flash et SD, ses objectifs, ses boîtes à mouchoirs, ses sacs, ses stylos et ses marqueurs, son nécessaire à maquillage, minimal, des tasses et des verres portant des traces de café et de jus divers, 2 ordinateurs portables, un magnétophone audio numérique en aluminium brossé Nagra Kudelski, s'il vous plaît, des cahiers, des calendriers, des magazines provenant de tout son sac de voyage et de son sac à dos. Naomi jeta un œil à ses dernières photos sur Adobe Lightroom tout en regardant une nouvelle vidéo sur les Arostegui qui venait d'apparaître sur YouTube. Et sur l'écran, dans une autre fenêtre, à côté d'une photo du chambranle de la fenêtre de l'hôtel rongée par le pourrissement, avec son store délavé aux rayures blanches et vertes auxquelles se mêlaient des traces de rouille provenant de son délicat squelette métallique, se trouvait une autre image intrigante. Un panorama à 360 degrés de l'appartement des Arostegui que Naomi contrôlait négligemment à l'aide du trackpad de l'ordinateur portable, zoomant et naviguant dans l'image comme si, au fond, elle se promenait dans le foyer exigu et chaotique du couple d'universitaires. Elle aperçut le canapé de la vidéo précédente, décoré désormais par les raies de soleil qui entraient à flot par les petites fenêtres d'où Naomi pensait voir une partie de la Sorbonne de l'autre côté de la rue. Derrière le canapé se trouvaient les étagères surchargées, et alors qu'elle tournait de 90 degrés, elle découvrit encore plus d'étagères et des piles de papier, de lettres, de magazines, de documents qui jonchaient le moindre meuble, y compris l'évier de la cuisine, y compris le sol. L'absence d'appareil électronique dernier cri fit sourire Naomi. Un lecteur de cassettes notamment, une petite télé à tube cathodique 4x3. Peut-être était-elle en noir et blanc? Un téléphone filaire. Elle en fut ravie, car cela semblait convenir au séduisant couple de philosophes français, plus proche de Sartre et de Beauvoir que de Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal. Les Arostegui semblaient tout droit sortis des années 50. Au cinéma, elle aurait bien vu Simone Signoret dans toute sa lourde et écrasante sensualité dans le rôle de Célestine, à condition qu'il émane d'elle l'intelligence de Beauvoir. Elle ne savait pas trop qui pourrait tenir le rôle d'Aristide. Forêt dans leur vie, c'est forêt dans le passé. Et c'est là que Naomi avait envie d'aller. Elle ne cherchait pas de miroir, pas cette fois. Un paragraphe sous la fenêtre panoramique confirma qu'il s'agissait bien de l'appartement, avant le meurtre, les images ayant été prises par un étudiant d'Aristide féru d'Internet. Il s'était manifestement servi du Panorama Tools et d'un objectif fish-eye, remarqua Naomi, dans le cadre d'un mémoire de master qui liait la philosophie évolutionniste consumériste des Arostegui au mode de vie plutôt ascétique du couple. L'auteur du texte faisait sèchement remarquer que le malheureux candidat, Hervé Blomqvist, n'avait finalement pas obtenu son diplôme. Naomi était tombée sur un forum internet tenu par des étudiants de Célestine et dont le ton était celui d'un film français des années 60 issu de la Nouvelle Vague. Blomqvist y apportait des contributions fréquentes et se positionnait comme archétype du mauvais garçon, dans la lignée d'un Jean-Pierre Léaud.
Il laissait entendre que lorsqu'il était étudiant, il avait été l'amant adoré d'Aristide comme de Célestine et avait ensuite été puni de s'être appuyé sur sa position dans sa vie privée des Arostegui pour présenter ce qui, de son propre aveu, était un mémoire lamentable, pauvre et parasitaire. Naomi s'envoya à Pense-Bête par email pour ne pas oublier d'entrer en relation avec Blomqvist, ce procédé mnémotechnique étant le seul à peu près efficace. Tout le reste se faisait happer par le fouillis du grand nid, ainsi que Nathan qualifiait le nuage de chaos qui enveloppait Naomi. Sur l'écran de Naomi, la troisième fenêtre dévoilait une interview tournée dans la cuisine en sous-sol, de forme étrange, du couple responsable de l'entretien quotidien de l'immeuble des Arostegui. Un énorme cylindre en béton dominait la pièce, comme si la moitié du revêtement d'une cage d'escalier extérieure, en colimaçon, formait saillie chez eux. Adossée contre cette colonne en stuc vert pâle, une petite Française, Réplette et son mari moustachu et timide, s'adressaient à un intervieweur hors champ. Le son de la voix étonnamment juvénile de la femme avait été baissé lors du mixage afin d'être couvert par la voix de l'interprète. La voix de la matrone de l'interprète, plus mûre, paraissait correspondre davantage au visage de la femme. « Jamais, dit l'interprète. Personne ne pouvait se mettre entre ces deux-là. Bien sûr, il avait tous deux de nombreuses liaisons. Ils venaient ici, les garçons et les filles, dans l'appartement juste au-dessus du nôtre. On les entendait parfois derrière nous, là-bas, qui riaient dans l'escalier, qui descendaient pendant que Maurizio et moi, on prenait le petit déjeuner dans la cuisine. C'est mon mari. Il est mexicain. Maurizio, dans une gêne charmante, excité, fit signe de la main à l'intention de la caméra. « Hello, hello !» dit-il en anglais. La femme, identifiée seulement maintenant et maladroitement comme Madame Tretikov, gardienne par un sous-titre à la police épaisse, poursuivit. Ils dormaient ici, ils vivaient ici. Parfois, oui, leurs amants étaient des étudiants, mais pas toujours. Pour les étudiants, c'était une affaire de politique et de philosophie, comme toujours. Les deux vont de pair. Ils étaient d'accord. Les Arostegui nous avaient expliqué ça, à moi et à Maurizio. Et cela semblait très correct. Naomi agrandit la fenêtre de la vidéo, en mode plein écran. Elle avait l'impression d'être à l'intérieur de cette cuisine, postée à côté de la caméra, à observer le couple, la cuisinière écaillée en fonte émaillée, les placards en aggloméré imprégnés d'eau, les serviettes de cuisine humides dégorgeant des tiroirs à couverts béants. Elle sentait même l'odeur de graillon et la froidure humide des recoins d'escalier. Comme s'il réagissait à cette image nouvellement agrandie, le caméraman zooma lentement vers le visage de Madame. Il zooma, tel un requin attiré par le sang, car il vit ses yeux devenir humides. Madame apparut en gros plan. Elle mordait ses lèvres tremblantes, ses larmes ruisselaient. Par bonheur, l'interprète ne tenta pas d'imiter sa voix chevrotante. « Ils étaient tellement brillants, tellement stimulants, dit Madame. Il n'y avait aucune jalousie, aucun ressentiment entre eux. Ils ne formaient qu'une seule personne. Elle était malade, vous savez, et elle se mourait. Je le voyais dans ses yeux. Sans doute une tumeur au cerveau. Elle se cassait tellement la tête tout le temps, toujours à écrire, à écrire. Pour moi, c'est une euthanasie. Elle lui a demandé de le tuer, et il s'est exécuté. Et ensuite, bien sûr, oui, il l'a mangé. Après ces paroles, Madame respira profondément, mais de manière saccadée, puis elle s'essuya les yeux avec le torchon élimé qu'elle avait dans ses mains tout au long de l'interview et sourit. L'effet était surprenant, et Naomi prit quelques notes pour l'analyser dans la fenêtre des emails restée ouverte au coin de l'écran. Il ne pouvait simplement pas la laisser là-haut à l'étage, poursuivait Madame. Elle affichait un sourire béat, elle avait une révélation à faire. Il voulait emporter avec lui tout ce qu'il pouvait prendre de sa femme. Alors il l'a mangé, puis il s'est enfui avec son épouse à l'intérieur de lui. Et c'est ainsi que s'achève cette première lecture de Consumé de David Cronenberg. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie et je vous dis à très vite pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. À très bientôt.